rubrique santé, la santé mentale en question dans les couples. L'un comme l'autre pourrait en être victime. Comment est-ce que l'on peut s'aimer sans se détruire? S'aimer en gardant l'équilibre mental, faire en sorte de donner le meilleur de soi tout en restant vraiment intact au plus profond de soi. La Danonde nationale est déjà à mes côtés. Danonde, bonjour. Bonjour, Sochoum. Comment vous portez-vous ce matin? Ah ouais, ça va, super bien, par la grâce de Dieu. Ça marche. La Moi-même, santé je me mentale, porte bien. au cœur de Ma nos santé discussions. mentale aussi se porte bien. Oui. Et c'est Jusqu'à justement nouveau de des ça. autres. Sacrée heureuse. Alors, vous avez décidé de parler Bien sûr, donc de la comment est-ce que l'on peut se donner dans une relation sans se détruire. Franchement. Et le commentaire, on a proposé une réflexion en quelque sorte sur le sujet. Avant de retrouver notre psychiatre, on a eu un psychologue la dernière fois. Aujourd'hui, on va recevoir un psychiatre ou une psychiatre sur le sujet pour beaucoup nous conseiller et surtout nous aider à prévenir ces tensions en quelque sorte conjugales. On suit cette petite réflexion et on revient. Ils se sont aimés, ils ont partagé un toit, un lit, des projets, parfois des enfants. Et pourtant, aujourd'hui, leur nom circule sur les réseaux sociaux pour une toute autre raison. J'ai jamais voulu te blesser, je te jure. Tu me tiens pour une idiote. Stop, Aïcha, jamais. Femme battue par son mari, homme poignardé par son épouse, conjoint tué par celle ou celui qui jurait l'aimer, des drames qui dépassent l'entendement. Une femme se retrouve plongée dans une lutte pour sa vie. Comment une relation qui a commencé par l'amour peut-elle basculer dans une telle violence? Comment deux êtres qui se sont choisis peuvent-ils en arriver à se détruire? Derrière ces faits divers, il y a souvent une réalité moins visible. La détérioration progressive de la santé mentale dans le couple. Jalousie excessive, dépendance affective, frustration accumulée, silence, colère non exprimée et souffrance ignorée. Quand le mal-être s'installe, ce ne sont plus seulement des disputes de couple, ce sont des signaux d'alerte psychologiques que l'on ne reconnaît pas ou que l'on banalise. Et chaque jour, les réseaux sociaux nous rappellent ces drames, comme une triste répétition. Il m'a balancé son téléphone sur ma cheville. Donc de là, j'ai eu un gros hématome. Il me frappait la tête avec un oreiller. Au sein des couples. Malheureusement, à l'heure actuelle, peut-être une femme ou un homme subit une violence conjugale quelque part dans le monde. On a montré un peu à travers les images que ça se passe partout. Partout. On a vu des images de la France, des USA, on a eu des images d'ici, on a eu des images en Afrique. Un peu partout. Un peu partout. Ce n'est pas un mal béninois. Pas un mal béninois. Voilà. Et non un mal africain. C'est un mal mondial. Et avant d'en venir à notre experte, je voudrais quand même donner quelques chiffres rapides de l'INSTAD, notre institut de la statistique et de la démographie. Les femmes en union, on parle là du Bénin, sont exposées à plusieurs formes de violence. Parmi elles, nous avons 36% de ces femmes-là subissent des violences émotionnelles, 18,8% de violences physiques, 8,7% de violences sexuelles et 5% de ces femmes qui sont au foyer subissent ces trois formes de violence à la fois, c'est-à-dire émotionnelle, physique et sexuelle à la fois. Donc franchement, hommage à toutes ces femmes-là qui malheureusement ont perdu la vie en étant au foyer. Hommage également à tous ces hommes-là qui, malheureusement... Parce que les violences et les drames, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, c'est dans les deux sens. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a compris que c'est ce que nous voyons le plus. Les violences
des femmes vis-à-vis de leurs hommes. Ouais. On a vu ces images-là où les femmes sont recherchées pour avoir poignardé leur époux. Qu'est-ce qui se passe? Franchement, le public attend des explications Comment est-ce claires. qu'on en arrive là? Oui, des explications claires de notre psychiatre aujourd'hui et surtout des repères pour reconnaître le danger dans une vie de couple. Alors, merci d'être là, notre psychiatre. Je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. Merci à vous pour l'invitation. Moi, Oui. c'est Stéphanie Arouanou. Oui. Je suis médecin psychiatre. Parfait. Alors, docteur, comment une relation qui commence par l'amour Oui. peut-elle évoluer vers une telle violence qu'on a vue à travers ces images? Merci pour la question. Comment une relation qui commence par l'amour va évoluer vers ce que nous voyons aujourd'hui comme violence? Ça peut partir de tout et de rien du tout. De tout et de rien du tout. Pourquoi? Parce que comme tout à l'heure dans la présentation, nous avons dit les frustrations des non-dits. Il y a beaucoup de frustrations, beaucoup de non-dits. Il y a les prérequis. C'est-à-dire? Les prérequis, c'est les bagages que nous avons en venant dans le couple. Bagages, c'est-à-dire des préjugés sur le mariage ou... Les préjugés sur le mariage, le fonctionnement de nous-mêmes. Ah, d'accord. La personnalité, dans quoi est-ce que j'ai grandi, comment j'ai grandi, quel mon vécu, d'accord, mes expériences de vie personnelle, tout ça va influencer la personne que je suis. Ok. Et si cette personne que je suis rencontre l'autre aussi avec son histoire, ses D'accord, expériences, d'accord. et que dans le couple, on n'arrive pas à communier ensemble, c'est-à-dire communier, c'est-à-dire avoir une bonne compréhension des choses, à bien communiquer ensemble, on peut arriver à ce que nous voyons aujourd'hui comme violence. C'est vrai que notre neuro-urologue avait dit en début de semaine que c'est une question d'hormones et quand toutes ces hormones à un moment donné baissent, ben là, l'amour laisse place à la violence et à tout ce qui vient avec. Mais est-ce que ces drames sont toujours soudains? Ou, On voit des signes voilà, avant-coureurs. où on voit des signes avant-coureurs. D'accord. On peut voir des signes avant-coureurs comme on peut ne pas en voir. Ah. D'accord. Pourquoi? Parce que, je vais dire, plusieurs personnes parfois ont des troubles psychologiques ou psychiatriques qui ne sont pas bruyants. C'est pas D'accord. bruyant. Tous les troubles psychiatriques ne sont pas bruyants. Donc, si les troubles ne sont pas bruyants et que personne ne sait, en fait, je peux avoir des accès de violence Ok. que mon partenaire n'a jamais remarqué. Pourtant, ça se passait, mais sous Pourtant, silence. Sous silence. Est-ce qu'on peut avoir des infos ou des idées de ces troubles qui se passent sous silence? Par exemple, je suppose, par exemple, une personne a un trouble de la personnalité. Parce qu'il faut faire la différence entre les traits de personnalité D'accord. et le trouble de la personnalité. Qu'est-ce que vous mettez dans le trouble de la personnalité? Le trouble, c'est lorsque mes différents traits de personnalité vont créer, d'accord, une forme de pathologie, d'accord, qui va être un problème pour la société, pour mon entourage. D'accord, d'accord. Là, on peut mettre la bipolarité dedans? Le trouble bipolaire. Bipolaire, Oui. d'accord. Mais pour que le trouble bipolaire, C'est un cas parmi oui, tant c'est un d'autres. cas parmi tant d'autres. Pour Oui. qu'il y ait violence au niveau du trouble bipolaire, ça veut dire que la personne est en train de faire, par exemple, une crise d'hypermanie. Ok. Et c'est dans cette crise d'hypermanie qu'elle va avoir des troubles du comportement. Mhm. D'accord. Et aussi, je peux faire une pathologie psychiatrique. Par exemple, si je fais une schizophrénie, Oui, oui, il y a oui. plusieurs formes de schizophrénie. D'accord. D'accord. Je peux avoir ce qu'on appelle un trouble schizoaffectif, type dépressif ou type bipolaire. Si dans le trouble schizoaffectif, type dépressif ou type bipolaire, par exemple, je fais une phase où c'est une phase de psychose, d'accord, de schizophrénie, à un moment donné, je vais présenter des troubles du comportement. D'accord. Mais l'autre qui est venu dans ma vie ne m'a pas connue Avec ces troubles-là. avec ces troubles-là. C'est ça. Et peut-être l'entourage ou la famille aussi n'a pas eu le courage d'informer la personne que telle personne a une pathologie psychiatrique. Psychiatrique. Donc ça peut créer des violences. Docteur, D'accord. dites-nous, Oui. dans le couple, à quel moment il faut commencer par s'inquiéter quand les colères ou le renfermement deviennent répétitifs? Déjà dès le début.
Pourquoi est-ce que dès le début? Parce que on est ensemble, de simples discussions, peut-être j'entends je vais te gifler, tais-toi, tu ne me sers à rien. Ça, c'est déjà de la violence verbale. Donc, c'est des mots qui peuvent titiller. On a des enfants. Pour de petites choses que les enfants font, je fais face à de grandes colères. C'est-à-dire que cette personne a un problème de gestion des émotions. Ou bien, si c'est un homme, il vient à la maison, le repas n'est pas prêt. Et parce que le repas n'est pas prêt, il s'énerve au point, par exemple, de casser quelque chose. Il casse parce qu'il est énervé, il est en colère contre sa femme qui n'a pas su peut-être organiser les choses à temps. Donc, il y a un problème de gestion des émotions. Donc, c'est de petites choses dans notre quotidien. Et déjà, dès le départ, il ne faut pas se dire que, bon, ça va passer. Voilà, il ne faut pas se dire que ça va passer. Je dis toujours, l'amour ne fait pas tout. Et l'amour ne fait pas le couple. Qu'est-ce que vous mettez dans ça? L'amour ne fait pas le couple? L'amour ne fait pas le couple, c'est-à-dire qu'on peut s'aimer. Oui. Mais de par nos comportements, de par notre raisonnement et notre manière de penser, de faire les choses, ne pas pouvoir rester ensemble et être un danger pour l'autre, être un danger pour l'entourage, être un danger pour le couple et pour nous-mêmes. C'est ça, c'est ça. Mais la jalousie, je vais appeler ça peut-être excessive. Est-ce que c'est un signe d'amour ou un signal de danger? Voilà, ou un facteur de danger dans le couple. Déjà, quand vous sortez le mot excessif, ça veut dire que c'est déjà un facteur de danger. Tout excès nuit. Voilà, parce que derrière une jalousie excessive, je peux aller rechercher une personne qui a des pervers narcissiques, je peux aller rechercher une personne psychopathe, je peux aller rechercher une personne qui a des traits de personnalité paranoïque. D'accord. Pardon, paranoïaque. D'accord. Et souvent, on a tendance à être calqué sur le pervers narcissique, le psychopathe. On oublie le paranoïaque, qui lui, vraiment, c'est plus... il contrôle, mais il interprète beaucoup les faits, les actes, les gestes. Je croise un collègue... Moi, je peux dire qu'il y en a plein, il y a plein de parano aujourd'hui sur les réseaux. Je croise un collègue qui me salue, qui me sourit. Oui. Il peut se dire, ah, pourquoi il te sourit? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Et du trait de personnalité paranoïaque, je peux arriver à un délit paranoïaque. Et donc, la personne va construire quelque chose comme si elle était réelle, alors que c'est totalement faux. Mais les autres vont croire parce que ça aura une suite tellement logique que si on ne nous suit pas, qu'on ne nous accompagne pas, on ne saura pas que, attention, le monsieur n'a pas raison ou bien cette dame n'a pas raison. Mais est-ce que la dépendance affective également peut être un signal d'alerte ou une marque d'attention? Dans le couple, déjà, on a une interdépendance. D'accord? L'autre a besoin de moi, j'ai besoin de l'autre. Donc, il y a une interdépendance. Donc, cette interdépendance va être différente d'une dépendance affective. D'accord? Maintenant, je peux avoir des traits de personnalité dépendantes qui va faire que je peux être dépendante. Je peux avoir besoin de l'aval de quelqu'un pour poser un acte, prendre des décisions. Maintenant, dans la dépendance pure, dans la dépendance affective, je m'efface totalement. Je m'efface totalement. J'ai besoin de la validation de l'autre. J'ai besoin que l'autre prenne les décisions pour moi. C'est-à-dire, l'autre fait tout pour moi. Mais ça peut conduire à la violence? Ça peut conduire à un moment donné à la violence. Si par exemple, je suis en demande d'attention et que l'autre n'est pas réceptif, en mesure de donner. Voilà, il peut avoir des formes d'intolérance à la frustration qui peut conduire à la violence. Mais finalement, est-ce qu'il y a un profil type psychologique chez les auteurs S et R et ES de ces violences-là? De violence. Oui. Profil type, je ne vais pas catégoriser, mais je dirais déjà une personne qui sort d'une famille de violence conjugale peut reproduire ce qu'il a vu. Parce que nous sommes la somme de nos expériences. Oui, de ce que nous avons vu.
même si c'est depuis l'enfance, et encore plus quand c'est depuis l'enfance, cela s'imprime dans notre subconscient. Donc, si j'ai grandi dans une famille de violence, je vais peut-être être amenée à reproduire cette violence-là, ou bien je vais être conduit, attiré vers des personnes qui sont violentes. Oui. Docteur, dites-nous, Oui. est-ce que dans le couple, les bruits, les réactions, je dirais, violentes, et à contrario, la douceur et la compréhension ont des influences sur la survie ou, disons, l'évolution du couple? Totalement. Absolument. Absolument. Il y a ce qu'on appelle la communication non violente. Une communication non violente est basée sur l'empathie, l'écoute, la communication, la compréhension. Donc, tant qu'on est dans le couple et qu'on arrive à allier compréhension, communication, c'est normal, ça a une influence positive. Une bonne santé mentale a une influence positive sur le couple. Parce que le couple, c'est... On recherche quoi dans le couple? L'harmonie, l'épanouissement. Voilà. Donc, si je suis en bonne santé mentale, je suis à même d'offrir de l'harmonie à l'autre, d'offrir de l'épanouissement à l'autre, et c'est vice-versa. Mais très rapidement, permettez, pourquoi certaines personnes n'arrivent-elles pas à quitter les relations toxiques? Et ça finit souvent par la mort. Parce que parfois, elles ne savent pas qu'elles sont dans une relation toxique. Ah, Oui. on vous bat tous les jours. Est-ce que la relation toxique c'est est parce toujours que- synonyme de violence physique? Non. Non, bon, on a parlé de toutes sortes de violences tout à l'heure, Alain. Mais comment est-ce que justement on peut identifier une relation toxique et décider de partir, par exemple, ou bien rester, ou bien ne pas s'en rendre compte, comme vous semblez le dire, docteur? Déjà, si c'est une violence physique, je ne peux pas rester dans une violence physique. Même si vous aimez la personne, il faut partir. Partir ne veut pas dire détester, mais partir, c'est choisir de vivre pour que l'autre aussi peut-être se fasse aider. Mais ils disent souvent, ou elles disent souvent, ces femmes-là, quand je parle des femmes, mais les enfants sont là, où l'homme n'est pas prêt à lâcher, à laisser partir les enfants. Et pour ces enfants, il faut rester. Est-ce que c'est un bon choix? Partir aussi, c'est parfois beaucoup de préjugés. Elles ont peur des préjugés. On a toujours dit aux gens, sois forte, le couple n'est pas facile, il est comme ça. Jusqu'à ce que le fatal arrive. Jusqu'à ce que Alors, le fatal docteur arrive. Heureuse, nous sommes talonnés vraiment par le temps. Des moyens de prévention. Si nous avons des solutions, Oui. des conseils à donner, que direz-vous, docteur? Je Pour dirais, prévenir. connais-toi et connais l'autre. L'amour ne fait pas tout. Il faut chercher à savoir avec qui on est, ou bien dans quelle maison on va, quel a été ses vécus, ses expériences, et comment est-ce qu'il réagit dans des situations difficiles. Merci beaucoup. Alain Sochoumé, quand moi je l'écoute, dans sa conclusion, franchement, finalement, il faut peut-être qu'on revienne à l'étape ancienne où ce sont les familles qui s'épousent. Où dans ces familles, on dit, ben, mon enfant, tu ne peux pas aller épouser quelqu'un là-bas parce les familles qu'ils ont ils ont des des antécédents. antécédents, ils ont Peut-être des revenir à ça pour éviter À un certain défaut, nombre de problèmes. à défaut de Oh, revenir un à avis. ça, il faut pas négliger donc, disons, la participation ou bien le mot des familles Oui, dans, oui. le, disons, dans la constitution des couples. C'est Ce vrai, qui est sûr, c'est vrai. tout ce que nous pouvons souhaiter, Heureuse Danodé, c'est de faire en sorte que la paix règne dans les couples, parce que quand les maisons se portent bien, les individus se portent bien, la Les nation va entreprises se forcément portent bien, la nation se porte bien. Absolument. C'est Merci vrai. à vous. Et il faut surtout consulter quand vous êtes dans ce cas. Nous, on va continuer par s'aimer ici et vous aimer, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, sans briser quoi que ce soit. Au contraire, c'est vous donner l'amour encore et encore. On va donc prendre congé de Danonde et son invité pour réinstaller sur ce plateau une couleur qui, loin de toute violence, vous allez le remarquer, va nous apporter de l'amour à travers la chanson.
Quelle est la place de la chanson dans l'amour? Comment est-ce que l'on peut maintenir la flamme de l'amour tout en écoutant de la bonne musique, de bons messages, je vais dire? La question va être au centre des discussions.